On en discute. Le matin du 11 septembre 2001, 19 terroristes affiliés à Al-Qaïda s'emparent de 4 avions de ligne orchestrant le plus grand attentat terroriste jamais perpétré aux États-Unis avec 2973 victimes. 15 ans plus tard, après l'invasion de l'Irak et de l'Afghanistan, l'élimination d'Oussama Ben Laden et l'émergence de Daesh, quel regard peut-on porter sur ces événements? Un ouvrage collectif sous la direction de Charles-Philippe David, intitulé L'effet 11 septembre, 15 ans après, vient de paraître aux éditions Septentrion, ouvrage auquel a collaboré notre collaboratrice bien-aimée Elisabeth Vallet, professeure au département de géographie de l'UQAM et chercheure à l'Observatoire des États-Unis de la chaire Raoul Dandurand. Bonjour Elisabeth Vallet. Bonjour Marie-Louise. Elisabeth, dans le New Yorker de mai 2015, l'an dernier, même dans le Vanity Fair d'ailleurs, on publiait des articles questionnant l'apport de George Bush dans la création de Daesh. Est-ce que George Bush et les gens qui l'entouraient ont créé ou ont évidemment participé à l'émergence de ce qui est devenu Daesh des années plus tard par l'invasion de l'Irak notamment. Est-ce que c'est légitime de se poser ce genre de questions à votre avis? Absolument. Et d'autres avant comme Robert Fisk se sont posé la question et il a été reçu ici de justement de l'effet Independent, de l'effet de ces guerres impériales qui se sont succédées parce qu'au fond le Moyen-Orient a été un champ de bataille, un terrain de conquête pour les puissances occidentales depuis très longtemps. Donc oui, il y a une espèce d'effet papillon, en fait, des événements du 11 septembre ou d'un événement très localisé et qui n'aurait jamais dû arriver si les choses avaient été différentes, si notamment le renseignement humain avait été fédéré et pris en compte. Il y a tout un tas d'éléments. Mais que c'est déjà sous Clinton, la CIA avait lancé des alertes. Absolument. Et Clinton s'est trouvé à un moment donné en mesure d'ordonner l'assassinat à ce moment-là, au milieu des années 90 de Ben Laden et ne l'a pas fait. Donc il y a tout un tas. C'est un concours de circonstances qu'un complot comme celui-là aboutisse et arrive. Et de ces événements, en fait, l'effet papillon a été qu'il y a eu une cascade d'événements, un enchaînement d'événements, et qui font qu'aujourd'hui encore, on en subit les conséquences. Mais l'idée dans cet ouvrage, c'était de dire qu'au fond, on n'est plus dans une époque qui suit le 11 septembre. On est dans une époque qui est définitivement marquée. Il n'y aura plus de retour en arrière. On est entré dans un monde qui est un monde beaucoup plus sécuritaire, qui est barriérisé, qui est muré, qui est fermé, qui est surveillé, et sans que pour autant cela représente des gains substantiels. Ce qui était intéressant à travers un ouvrage comme celui-là, c'est que c'est un ouvrage qu'on voulait délibérément transgénérationnel. Mais oui, il y a des jeunes chercheurs qui ont participé à cet ouvrage. La plus jeune, Andréane, flirte avec la génération Z. Je pense qu'elle est à la charnière. Le moins jeune... Donc c'est plus jeune que Pierre-Luc Brisson, ça. Et oui, j'en fréquente de ces gens aussi. Oui, c'est notre baromètre de jeunesse. Beaucoup de ces jeunes chercheurs-là sont de ma génération. C'est des gens qui sont à la maîtrise, qui ont 26-27 ans, donc, qui étaient au secondaire, en secondaire 1 ou 2 à peu près, au moment ou à peu près, bien sûr, il y a une quinzaine d'années. Et en fait, la réflexion qu'on a eue vient de discussions qu'on avait avec eux où ils nous disaient mais le monde ne sera n'est pas sécuritaire, on n'a jamais vu ça avant, le poids du terrorisme. Et en fait, souvent, on se retrouve à leur dire, maintenant, regardez les années 70, regardez l'époque où il y avait les brigades rouges, l'Action directe, l'Italie, la France était marquée par ça. Donc, de ces discussions-là est née cette idée qu'au fond, ce monde, ce nouveau monde n'était pas un monde plus dangereux. Et c'est terrible de dire ça après les attentats qu'ont vécu l'Europe, qui les ont vraiment marqués. Et en tout respect pour ces personnes-là, le monde n'est pas plus dangereux, mais par contre, on le perçoit comme l'étant plus dangereux. Et ce qu'on a cherché à faire, c'est simplement à reprendre les faits et à dire, ce qui a changé, c'est notre lecture du monde, notre perception du monde. Il n'y a pas une banalisation des actes terroristes aussi qui s'est opérée depuis une quinzaine d'années? On est devenu comme un peu habitué. On est devenu habitué à ce que ça se passe ailleurs dans le monde et qu'au fond, une mort africaine ou une mort moyen-orientale est moins importante à nos yeux, aux yeux des médias, que les morts européens. Et même après, si on peut mesurer ce qui a pu se passer entre Paris et Bruxelles, on a l'impression que les attentats de Paris en novembre dernier ont été répercutés de façon beaucoup plus importante dans les médias que ceux de Bruxelles, par exemple.
C'est une impression. Possiblement, et peut-être qu'effectivement, il y a un moment donné une désensibilisation qui s'opère, et c'est certain. Mais encore une fois, les mesures qui vont suivre ces attentats, les mesures de surveillance, les ajustements dans les aéroports, ce qui s'est passé après San Bernardino, en Californie, en Californie, va être démesuré par rapport aux mesures qui ont été prises après la tragédie de Newton en 2012, où il y a eu un massacre dans une école primaire. Et là aussi, donc on reprend les chiffres. Il y a depuis 2001, 400 000 morts aux États-Unis par homicide violent par arme à feu. Et de ces 400 000 morts, on va avoir 300 personnes dans des tueries de masse, 45 du terrorisme dit islamiste, 48 du terrorisme d'extrême droite. Et au fond, on va se centrer sur cette petite portion qui est terrible pour ceux qui sont touchés, mais sur cette petite portion. Et au fond, le sénateur Marchand disait, c'est un peu prendre un canon pour essayer de tuer une mouche. Les chances qu'on ait la mouche, c'est extrêmement. C'est-à-dire qu'il y a deux réactions. Il y a la réaction envers les attentats terroristes menés par des organisations terroristes comme Daesh ou comme Al-Qaïda auparavant. Et puis, il y a la réaction face effectivement aux meurtres de masse qui sont perpétrés aux États-Unis, qui ne génèrent pas des lois comme le Patriot Act ou comme les lois. Il y a 4 lois très importantes qui ont été créées aux États-Unis depuis une quinzaine d'années, qui ont changé la vie des Américains. Qui ont changé la vie des Américains. On a eu la même chose au Canada. Le Canada avait connu auparavant des attentats, des événements terroristes, Air India étant le plus spectaculaire. On en avait eu en sol québécois même. Et pour autant, on n'a jamais eu d'institutionnalisation d'une logique antiterroriste avant que ne surviennent des événements, pas sur notre territoire, sur le territoire du voisin le 11 septembre. Donc c'est vraiment cette déconnexion, ce décalage et par contre, désensibilisation aux mesures de surveillance, au fait que on n'est plus surveillé, on n'est plus scruté, on n'est plus scanné, mais nous ne sommes pas plus en sécurité. La TSA, qui est cette agence qui surveille les aéroports aux États-Unis et qui nous prend nos coupe-ongles, nos aiguilles à tricoter ou des choses comme ça, ils ont fait des tests et 96% des enquêteurs qui ont passé avec des explosifs scotchés sur leur corps sont passés. Les machines les ont détectés, les agents sont arrivés pour voir s'il y avait quelque chose et n'ont pas réussi à voir que ces gens-là avaient des explosifs sur eux. C'est incroyable, ça. Ce qui est incroyable, en fait, et ce qui vraiment correspond à tout ce qu'on a montré à travers le livre, c'est que ce qui compte vraiment, c'est le renseignement humain. Ce qui fait qu'un jeune va se radicaliser, c'est parce qu'il va être en contact direct avec quelqu'un qui est allé en Afghanistan, qui était allé à l'époque en Algérie, qui est allé en Irak, qui va le convertir physiquement. Ce sont les réseaux réels qui comptent. Donc, ce qu'il faut faire, c'est envoyer des gens surveiller sur le terrain, le renseignement humain. Les métadonnées, ça permet peut-être de détecter 8% de la réalité des attentats. Et encore, les attentats dits déjoués, on nous annonce beaucoup d'attentats déjoués. Il y en a un très grand nombre qui sont construits par des amateurs. Donc, est-ce que c'est l'amateurisme qui fait que, justement, on va déjouer ces attentats ou est-ce que c'est vraiment la collecte de métadonnées et tout ce qu'on trouve ne va pas dans ce sens-là? Oui, donc vous préconisez, à travers vos recherches, finalement, l'espionnage old school, les vieilles méthodes traditionnelles. La méthode classique, et au-delà de ça, ce qui est important, c'est d'aller voir ce qui se passe au-delà de ces murs que l'on élève, des murs de surveillance, les murs frontaliers, le durcissement des frontières. Il faut aller voir, il faut essayer de comprendre. Et c'était vraiment l'objectif du livre, d'aller voir de l'autre côté d'où viennent nos problèmes. Et vous avez commencé effectivement avec la création de Daesh. Le fait que l'on laisse péricliter des États, que l'on laisse ces États devenir des États déliquescents, sans structure, sans gouvernement, sans sécurité. Les gens qui fuient aujourd'hui, qui vont prendre des chemins détournés, passer par l'Arctique, par la jungle du Panama, en venant du Pakistan, du Népal, de Syrie, ces gens qu'on voit essayer de traverser avec des bébés, avec des petits, la Méditerranée, sont des gens qui ne veulent pas partir de chez eux. Ces migrants sont obligés de le faire, bien sûr. Ils sont obligés parce qu'ils ont peur, parce que c'est le dernier recours. Si au lieu de mettre des milliards de dollars dans la sécurité, dans la surveillance des frontières, dans le durcissement des frontières, on le mettait dans ce dans quoi nous sommes forts au Canada, les missions de paix. Nous avons abandonné les missions de paix. Les statistiques. Harper, d'ailleurs. Et avant, ça avait commencé avant. Ça avait commencé avant. Mais sous Harper, ça s'est accéléré. Danick pourrait en parler. Les forces militaires sont en éclat. Nous n'avons même pas les moyens de retourner faire ce pour quoi nous sommes bons. Et on a la chance. On a un premier ministre qui est
adoré littéralement. Il marche sur l'eau. On lui consacrait dans Le Monde du week-end, pas du week-end dernier, mais le week-end précédent, un vaste article. Absolument. Il faisait la une du Monde. Et aujourd'hui, en Angleterre, en France. Hier en Angleterre, on disait ça, on sait ce que pourrait être une Angleterre libérale, c'est le Canada. C'était mais en fait, c'est ça, porteur d'un espoir. On va en parler avec Pierre-Luc Brisson, qui n'existe à peu près pas dans les sociétés occidentales à l'heure actuelle. Donc, on se sert de lui comme l'image d'un discours d'espoir. Et il pourrait absolument utiliser ça pour faire que le Canada assume une diplomatie publique très forte et justement disant va aller régler les problèmes qui sont à l'origine et qui ne vont faire que s'accélérer, la sécurité alimentaire, les grandes migrations. Donc c'est un peu... On ne vit plus en séclusion, en tout cas. On vit de plus en plus les conséquences des gestes que nous posons à l'international. Elisabeth Vallée, c'est peut-être ça qui a changé depuis une quinzaine d'années aussi. Ça a probablement toujours été le cas, mais le fait que notre temps, nos réseaux soient plus grands, l'Internet, le fait que le temps est plus court, en fait, y compris dans le domaine de la craque boursier, par exemple, fait qu'effectivement, on a les moyens d'agir. Et aujourd'hui, en fait, cet ouvrage se destine donc aussi bien au grand public intéressé qu'aux décideurs. Je crois que c'est le moment de dire on peut embrasser une vraie politique qui nous correspond, qui ressemble à ce que nous sommes. Danick Parenteau. Mais le contexte géopolitique a grandement changé, Elisabeth, depuis. Je verrais mal aujourd'hui une mission de paix comme on pouvait le faire auparavant dans les années 90. En Syrie, par exemple. Dans d'autres théâtres opérationnels, c'est fort possible. Avec les casques bleus. Là. Mais les casques bleus en Syrie. Donc, dans ce cas-ci, qu'est-ce qu'on fait face à la menace qui est perçue en Occident comme étant la principale menace actuellement sur la planète, à tout le moins en direction de l'Europe, évidemment, qui est la Syrie. Qu'est-ce que le Canada pourrait faire ici? Je ne suis pas certain que les missions de casques bleus serait la solution ici. Non, mais il peut promouvoir, par exemple, des zones d'exclusion aérienne. On peut commencer à créer des zones humanitaires où les gens pourraient ne pas être trop loin de chez eux, espérer pouvoir rentrer à terme et les accroître. On l'a déjà fait auparavant. Et je pense que le Canada peut pratiquer la diplomatie du mégaphone. Ils l'ont beaucoup fait pendant longtemps. On a peu de moyens, mais on a une belle voix. Et on a cette chance-là aujourd'hui. Et plutôt que de faire comme Barack Obama au discours du Caire, finalement, de se mettre en porte-parole d'un espoir qui finalement n'a jamais été réalisé, réalisons-le. Voilà, donc les faits, 11 septembre, 15 ans après l'ouvrage collectif auquel vous participez, dirigé par Charles-Philippe David et publié chez Septentrion. Merci beaucoup, Elisabeth Vallée. Sur ICI Radio-Canada, première. Plus on est de fous, plus on lit. Avec Marie-Louise Arsenault.